bonjour. Heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous avons quelques questions à vous poser. Pour vous présenter en raccourci, vous avez eu de nombreux mandats politiques, président d'un parti, maire d'Aulnay. Vous avez une sensibilité écologiste assez forte, faut-il le dire. Toujours intéressé à l'écologie depuis très très longtemps. Donc votre témoignage nous intéresse. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose par rapport à cette petite et très courte présentation? C'est vrai que je me suis toujours senti concerné par une évolution qui me paraissait une fuite en avant. La technique progresse, est-ce qu'elle répond aux besoins des gens? Après, c'est aux gens de s'adapter toujours. Cette vision que l'économie se régule d'elle-même et qu'il ne faut pas intervenir m'a toujours choqué. L'idée qu'on devait s'adapter, alors pour moi c'est une idée qu'on n'a rien à dire en fait sur le cours des choses. Ça m'a aussi toujours interpellé. Et effectivement, au fond, ma prise de conscience écologique date aussi d'un moment où déjà la ville était en train de grignoter la banlieue. Je voyais des arbres tomber autour de moi, je voyais vraiment cette avancée d'une urbanisation dont je sentais qu'elle sentait déjà assez tôt qu'elle n'était pas maîtrisée. Quelle solution, des questions un peu plus précises, quelle solution pour les pendulaires? Un des enjeux, c'est justement que on ne maîtrise pas ce développement, on pense toujours que le développement va résoudre les problèmes qu'il engendre. Or, ce n'est pas le cas. Dans les années 60, on avait déjà une crise du logement. On a commencé à urbaniser toute la couronne autour de la ville, en fait. Les grands immeubles de Vernier, d'Aulnay, de Lancy datent de cette époque-là. La crise du logement, elle est toujours là. On a vraiment démantelé systématiquement durant les années 30 à 50 un réseau de trams qui était très performant, 125 km de ligne, dont 6 transfrontalières. Il ne restait plus qu'une ligne, on a vaguement redéveloppé en 30 ans. Ça fait à peu près 800 mètres de ligne de tram en 30 ans, c'est vraiment absolument pas approprié à la situation. On a aujourd'hui un tiers des salariés genevois, enfin des travailleurs genevois, qui sont délocalisés dans la couronne suburbaine côté France, donc on ne maîtrise absolument pas ça. On a laissé faire un habitat pavillonnaire complètement dispersé en France, et maintenant on est bien embêté parce qu'on a des mouvements pendulaires qui explosent, on n'a absolument pas au fond le système qui permet de traiter ces mouvements par des transports publics. Si vous comparez à Zurich par exemple, agglomération d'1 million d'habitants, Genève, là, le rayon d'action de Genève, c'est bien 900 000 habitants. Quand on voit où habitent les gens qui travaillent sur Genève, ça n'a rien à voir. À Genève, on est resté à la préhistoire au niveau des transports publics. Ça a été un combat depuis très longtemps. On n'a pas obtenu ce qu'il fallait. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas continuer un développement quand on n'est pas capable d'offrir ce qui va avec. Ce qui est commun aux 30 dernières années, le problème qui ressort, semble-t-il, c'est un certain manque de coordination. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Je pense que d'abord, c'est une vision quantitative, que d'abord économique, en disant tout ce qui rentre fait ventre, on prend de tout. On a une promotion économique qui est adossée à l'image d'une Genève internationale. Je trouve que la Genève internationale est un élément absolument fondamental, la Genève, mais ce n'est pas nécessairement en même temps une plateforme économique internationale globale qu'on doit créer. Donc on a vraiment misé sur l'attractivité économique. On a donc donné un certain nombre d'avantages à des entreprises pour s'installer. Ensuite, on a, je pense, négligé la priorité au local. On a réfléchi là-dessus avec l'agriculture. On a le label GRTA qui est une première réaction officielle dans le sens d'une relocalisation. Maintenant, on se rend compte qu'on est sur une phase d'attractivité qui quelque part, n'arrive plus à fonctionner parce qu'on n'a plus l'espace qu'il faut et on arrive donc à une pression énorme sur les terrains avec une impossibilité pour la plupart des gens d'être propriétaires de leur terrain, c'est pratiquement plus possible à Genève. Ensuite, avec une pression sur la densification qui fait que là aussi, on ne sait pas comment gérer cela, sinon au coup par coup. Donc, moi, je dirais qu'il y a une espèce de confiance que le développement va résoudre ces problèmes, alors que c'est juste le contraire. Je pense qu'on n'a pas une planification qui est vraiment en vue d'un équilibre
Et dans l'objectif qualitatif, on a une planification qui, au fond, essaye de gérer tant bien que mal les conséquences d'une option économique sous-jacente. Elle n'est pas vraiment exprimée non plus, mais qui signifie que tout ce qui, au fond, on veut se développer économiquement, puis ensuite le reste, on s'en occupera. C'est en gros ça. Quel est, d'après vous, avec votre longue expérience, le problème ou la solution que les Genevois doivent envisager aujourd'hui? Vous devez certainement comparer Genève à d'autres villes dans le monde. Est-ce qu'il y a vous avez des exemples peut-être d'autres villes dans le monde qui vous paraissent être quelque chose à regarder pour Genève comme solution d'avenir? Bon, je pense d'abord Genève doit prendre la mesure de ses difficultés dans la situation actuelle. Il y a une crise du logement qui n'est pas réglée du tout et on ne voit pas comment la régler parce qu'il faudrait construire beaucoup plus. Même si on avait toute possibilité de le faire, on ne pourrait pas. Ensuite, on a une crise des transports dont on a parlé déjà longuement. On a les gens sur lesquels les quartiers dans lesquels se fait la densification. C'est logique que les gens n'apprécient pas, donc on arrive à une espèce d'embouteillage quelque part, et je pense qu'un premier point, c'est la culture politique à Genève. On a une culture politique très verbale, on parle beaucoup, on fait beaucoup moins. On a une culture politique où les gens essayent de se disputer avant de se réunir, donc chacun essaye de marquer un point devant l'opinion publique. Donc on n'a pas une culture politique de l'écoute, de la convergence et de la cohérence. Bon, ça, c'est un premier point. On n'est pas outillé intellectuellement et émotionnellement pour converger. On a beaucoup gaspillé nos atouts d'ailleurs pour ça, à cause de ça. Deuxième point, je pense qu'on a une grosse difficulté, c'est qu'on a une métropole qui n'est pas consciente de ses effets de métropole et qui, parce qu'elle les exporte sur un pays voisin et qui pense à l'agglo quand ça l'arrange et qui rejette l'agglo quand ça l'arrange aussi. Donc, deuxième point, c'est l'espace territorial pour régler ces enjeux, c'est l'espace d'attractivité de la métropole. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens de dire maintenant on va fermer les frontières, comme certains le prétendent ou le présentent. D'ailleurs, ils habitent souvent en France, les mêmes qui disent ça, ou il y a même des élus de certains partis politiques qui étaient pour revaloriser la frontière qui habitaient en France. Donc là, il faut absolument trouver un véhicule d'expression démocratique légitime. Je pense que tôt ou tard, il faudra un parlement transfrontalier, enfin, il faudra des institutions qui permettent aux gens d'agir au niveau du territoire de vie. Aujourd'hui, on n'a pas de véritable coopération. On s'est malheureusement planté sur ces parkings qu'on ne voulait pas co-financer, alors qu'en France, on nous mettait des terrains à disposition pour des effets polluants sur Suisse. Donc je pense que plus, on ne peut pas vraiment obtenir du pays voisin. Puis le troisième point, c'est vraiment le concept économique. Je pense que nous, on est juste en train de gérer les conséquences d'un concept économique. Je pense que toute collectivité doit d'abord, je ne dis pas exclusivement, mais d'abord valoriser ses propres ressources. D'abord valoriser son savoir-faire, d'abord valoriser les besoins locaux. Et ça, pour moi, c'est une règle globale, parce qu'on voit bien que globalement, on va vers des déséquilibres croissants, et que si les territoires ne sont pas un tout petit peu plus résilients, un tout petit peu plus autonomes par rapport à leur avenir, c'est un peu comme le glissement vers le bas va tous nous concerner à la même vitesse quelque part. Je pense que la résilience d'un territoire, c'est d'être capable de valoriser ce qu'on sait faire sur ce territoire, de ses mains, de sa tête, de sa terre. Et encore une fois, GRTA pour moi est un bon symbole parce que pour l'agriculture, on a quand même donné un coup d'arrêt. Aujourd'hui, le développement est aussi contraint à Genève parce qu'on a décidé politiquement de ne pas toucher la zone agricole, ou seulement marginalement. Ça, c'est un acquis très important du débat et on ne peut pas le faire non plus par rapport à la forêt. Donc on voit bien que ça se concentre sur la densification des zones habitées. Mais ces zones habitées ne pourront pas être densifiées éternellement. Donc tôt ou tard, on doit se poser la question des limites. Alors moi, je pense qu'il faut les poser maintenant et retrouver un certain équilibre entre la Genève mondialisée et la Genève localisée. Et ça, je pense que toutes les collectivités doivent se poser la question. En tant qu'homme politique, est-ce que vous aimeriez pas que Genève devienne un exemple ou l'exemple au niveau international? Aurions-nous pas la possibilité
que Genève devienne la première ville du monde à intégrer l'écologie dans son économie? Mais je ne pense pas qu'on serait les premiers. Je pense que c'est un trend qui aujourd'hui existe comme potentiel un peu partout au monde. Il est rare qu'il soit majoritaire et dominant. C'est peut-être ça l'enjeu. Mais ce que nous discutons là aujourd'hui, vous pouvez le discuter dans plein d'autres régions du monde, où on se rend compte qu'il faut valoriser les énergies renouvelables, il faut valoriser une agriculture durable, il faut avoir un habitat un peu plus convivial, un peu plus coopératif pour sortir de la spéculation immobilière en étant l'objet comme locataire d'une rente de situation ou d'une valorisation abusive des immeubles. On se rend compte qu'il faut favoriser les PME, donc on se rend compte qu'il faut favoriser l'économie circulaire aussi, c'est-à-dire la réparabilité des objets, gagner sa plus-value non pas sur l'obsolescence organisée, mais sur l'entretien, etc. Donc c'est des concepts économiques et de gestion des ressources en fait, que ce soit l'énergie, la matière, le sol, etc., la terre agricole, qui demande une volonté politique, qui demande des cas pratiques et qui demande aussi qu'on oriente les choses. Et je pense que le grand défaut de notre temps, c'est d'avoir pensé que l'économie allait se régler d'elle-même. Hein, cette idée que voilà, l'intérêt public, il n'y a pas besoin de le promouvoir parce que de toute façon, il naît des interactions sur un marché. Comme si le marché prenait en compte les dégâts des options sur les tiers, ce qu'on appelle les externalités, comme si le marché était composé de participants égaux en droit. Ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut, pour aller vers cet exemple que je souhaiterais qu'on soit aussi, je pense qu'il faut se mettre en réseau avec d'autres qui font des choses du même genre, et il faut avoir une volonté politique. Alors moi j'ai la chance de pouvoir dire que par exemple une société qui est aujourd'hui très, très mise en avant à juste titre, qui est une société publique, qui sont les services industriels de Genève, qui a toute une série d'activités dont je suis vice-président du conseil d'administration, est exemplaire là-dessus, parce qu'on fait vraiment le maximum pour promouvoir de l'énergie propre, pour promouvoir des économies d'énergie chez les gens, pour montrer d'autres modèles d'affaires, hein, une société qui n'est pas là que pour vendre un maximum, mais pour optimiser l'usage de l'énergie. Je pense que c'est faisable, et il y a beaucoup d'acteurs à Genève qui travaillent dans ce sens. Ce que je dois constater, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une volonté politique de les prendre, eux, comme, je dirais, ceux qui orientent vers l'avenir. On parle beaucoup d'innovation, mais c'est encore très flou. Donc là, je pense que l'innovation dans le domaine de l'économie écologique ou de la gestion écologique des ressources, ça, c'est ce qu'on doit faire partout au monde. Et si on peut le faire plus vite que d'autres, ça serait évidemment une belle contribution. Et c'est une excellente stratégie que des entreprises publiques montrent l'exemple. Je pense que beaucoup d'entreprises le feraient, simplement une entreprise, elle est tributaire de ses clients. Alors, on le voit avec les grands distributeurs, dans leur publicité, il y a toute la palette. Hein, ça va du cheap à tout niveau, jusqu'au commerce équitable, aux produits bio, etc. On trouve de tout, mais vous demandez à un gestionnaire de succursale de grande surface, il vous dira, les gens entrent en disant « je trouve génial le bio et le commerce équitable », puis ils sortent avec plein de choses qui sont de la malbouffe ou des produits qui valent pas cher et qui coûtent pas cher. Donc on a aussi une problématique, je pense, de cohérence de l'opinion publique. Et moi j'aimerais bien que tous ceux qui se posent des questions sur le développement, tous ceux qui sont inquiets devant cette fuite en avant, qui ne va faire qu'aggraver les problèmes, se disent aussi qu'on vote tous les 4 ans pour élire ceux qui nous représentent, on vote tous les 3 mois pour des sujets, mais on vote tous les jours avec son porte-monnaie. Dès que vous avez fini d'écouter cette petite interview, vous pouvez acheter quelque chose, faites le bon choix, parce que je pense que l'économie, elle a vraiment besoin de sentir le consommateur actif et demandeur. Il y a des mouvements, par exemple, qui ont dénoncé les fraises en février, qui dénoncent que la chaîne de valeur ne soit pas maîtrisée, les sous-traitants, l'histoire du textile, etc. Je pense que ça, le fait d'être acheteur, d'être consommateur, c'est un acte politique qui est tout aussi important au quotidien que d'aller voter ou de se poser des questions par rapport à des législations à venir ou des orientations des pouvoirs publics. Qu'est-ce qui se passe localement disons, à Genève au niveau écologie qui vous
font ressentir un avenir plus meilleur. Je pense qu'il y a tout en place, en fait, par rapport à il y a 20 ans, on a le savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui savent réparer, il y a des personnes qui savent concevoir pour la réparabilité, il y a des personnes qui savent faire des produits agricoles dans des conditions écologiques et sociales satisfaisantes. Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire aujourd'hui, on n'a pas d'excuse de ne pas savoir le faire. Par contre, est-ce qu'il y a assez de gens qui s'y engagent? Est-ce qu'il y a assez de gens qui ont confiance qu'il y a un marché qui leur permettra autre chose que de se planter après 2 ou 3 ans, ce qui est jamais très drôle? Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui amorce la pompe, en fait, cette transition entre une économie non durable vers une économie durable, entre une économie exposée à tout vent globalisé ou une économie qui a retrouvé des racines? C'est juste un équilibre entre le global et le local. C'est pas fermer les frontières, c'est être plus résilient et plus responsable sur le territoire. Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est la parole politique. C'est-à-dire que c'est vraiment les décideurs politiques qui disent nous voulons ça, c'est ça l'avenir. Et donc il y a un certain nombre de garanties que les banques soient aussi plus ouvertes en disant on aide les gens qui font la transition parce qu'il y a une prise de risque à faire. Il y a aujourd'hui des fonds durables, il y a des gens qui font de l'impact investing, comme on dit. On a tous le souvenir du film Demain. Un film Demain Genève a aussi été produit, donc on voit qu'il y a des initiatives. Et ces initiatives, moi j'aimerais que c'est là-dessus qu'on investisse pour l'avenir et pas dans n'importe quelle innovation. Le discours sur l'innovation, moi j'ai beaucoup de peine à l'entendre parce qu'on dit toujours il faut innover, il faut faire des nouvelles choses, ça va être génial, la quatrième révolution industrielle, encore plus d'informatique, etc. Ça a l'air, le discours convenu, c'est ça l'avenir. Ça va assurer la compétitivité, etc. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est vraiment retrouver ses racines locales et des circuits courts, c'est-à-dire des circuits dans un environnement local. Local, pour moi, c'est pas limité aux frontières, c'est raisonnablement dans un périmètre où on ne fait pas venir des choses du monde entier qu'on pourrait avoir déjà ici. Il y a eu une époque, par exemple, où on ne trouvait plus de pierres pour paver les places publiques. C'était une époque où moi j'étais en charge de ce sujet dans ma commune. Eh bien, les meilleurs marchés venaient de Chine, les deuxièmes du Brésil, les troisièmes du Portugal, on n'en trouvait pas de Suisse. Donc on est au milieu des Alpes, c'est plus rentable de prendre les pierres des Alpes et on les fait venir de Chine, c'est moins cher. Donc on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est totalement dérangé dans ce monde quand ça coûte moins cher au niveau de l'acheteur finalement. Donc il y a une régulation économique à faire et ce discours-là, le jour où les décideurs politiques le tiendront clairement, je pense que la société suivra dans une certaine mesure. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Il y a des interstices dans lesquels des initiatives de durabilité, si on peut dire, ou de transition se développent. Très bien, c'est ce qu'il faut. Mais il y a aussi des initiatives qui vont s'essouffler, qui ne vont pas avoir la force suffisante pour entraîner, je dirais, une quantité significative de consommateurs. Moi, ce qui m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on ait pu témoigner que ce soit possible et qu'on ait pu dire en 2018, un petit groupe a fait tout juste. Ce qu'il faut, c'est qu'en 2018, on fasse que ce qui est fait tout juste par un petit groupe soit le modèle d'une généralisation. Donc on doit passer maintenant de la marge à la généralisation. Et ça, il n'y a au fond, il n'y a qu'une parole politique qui peut l'actionner. Ça ne va pas se faire tout seul. Et par rapport aux jeunes, parce que les jeunes sont le futur de Genève, est-ce que vous sentez une évolution ces dernières années? Je pense que les jeunes, c'est assez paradoxal parce que je me rends compte que les jeunes sont très attirés, en partie en tout cas, par ces solutions résilientes et de transition. Il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent là-dedans. En même temps, je sens qu'il y a quand même une coupure à travers les générations dans le lien physique avec la nature. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes connaissent la nature pour faire du jogging ou d'autres activités sportives, ou peut-être du ski, mais il me semble que comment dire, le lien émotionnel avec la nature s'est affaibli quelque part. Peut-être aussi parce qu'à l'école, on ne peut plus trop faire de sorties, il y a trop de règlements, etc. Et ça m'inquiète un peu parce que je connais personnellement des jeunes qui pourraient tout à fait passer leur vie devant un ordinateur et qui pourraient être dans un monde tout à fait artificiel. Donc, tout en ayant évidemment une conscience que
on sera tous dans le même bateau pour les changements climatiques, on sera tous dans le même bateau pour un certain nombre de difficultés liées à l'eau, par exemple, les migrants du climat, il va y en avoir énormément qu'il faudra pouvoir gérer ce problème, etc. Je pense que les gens sont très conscients qu'il y a globalement des très grosses menaces, mais après, je ne sais pas si dans leur fort intérieur, le sort de la nature les intéresse vraiment, les touche vraiment. Et ça, je vois là un des effets négatifs justement de cette urbanisation qui fait qu'on est déraciné quelque part. Parce que quand on a passé sa vie au 8e étage d'un immeuble, ben, on n'a pas le même lien que si on a encore pu toucher la terre et voir les plantes suivre le cycle des saisons, etc. Et c'est pour ça aussi que dans certaines communes, et ça on l'avait fait à Aulnay par exemple, on a beaucoup travaillé sur les balcons, en disant, voilà, 3/4 des gens n'ont absolument pas la possibilité physique et surtout financière de pouvoir cultiver ce lien à la terre, qui à mon avis fait partie de l'équilibre de l'être humain, mais ils ont souvent des balcons. Et on peut faire des choses magnifiques sur les balcons. Voilà, c'est pour montrer que on peut retrouver ce lien. Et je pense que s'il n'y a pas un lien vécu avec la terre en tant que matière, en tant que source du vivant, l'engagement risque d'être malgré tout un petit peu désincarné. Un grand merci, René Longet, Merci à vous. de nous avoir accordé cette entrevue. Et à très bientôt.